Chaque année, la biodiversité de notre planète se réduit. Des espèces animales et végétales s'éteignent à jamais. Pourtant, le combat n'est pas perdu d'avance. Ainsi, dans notre Europe, certains animaux sauvages reviennent alors qu'ils avaient failli disparaître. La nature, dès lors qu'on l'aide un peu, possède une formidable énergie vitale. Nous sommes sur le territoire de l'un des animaux les plus mystérieux d'Europe. Ces quelques traces dans la neige trahissent la présence de notre unique grand félin, le lynx boréal. Alain Laurent photographie le lynx depuis plus de 20 ans. Des jours de recherche et des nuits de patience pour apercevoir sa silhouette sauvage et souple, à la fourrure tachetée. Une vision souvent furtive, mais qui marque le retour d'une espèce que l'on croyait disparue à jamais. Le lynx est un animal de grande taille. C'est le plus grand félin qu'on ait chez nous dans nos forêts. C'est un animal qui mesure au garrot environ 50 cm. On peut dire qu'il a une taille entre le labrador et le berger allemand. C'est aussi un animal qui n'est pas très lourd finalement pour cette taille-là, qui pèse moins de 20 kg la plupart du temps, mais qui a une stature svelte, un animal fin, juché très haut sur des membres puissants, des grosses pattes, voilà, qui lui permettent en fait de se déplacer l'hiver sur de grosses couches de neige. Toute sa morphologie l'atteste. Le lynx boréal est un familier de la neige. Alain Laurent sait que l'hiver est une saison propice aux rencontres exceptionnelles. Observer le lynx dans une ville naturaliste, en tout cas de passionnés de cette espèce, ça paraît déjà assez incroyable ou rare. Je me souviens d'un moment comme ça très fort que j'ai pu vivre ici sur ce site en 2008. En fait, qu'on n'imagine même pas un jour croisé, c'est-à-dire un mâle et une femelle qui vont s'accoupler en plus en plein jour. C'est vraiment un moment super intense voilà, d'avoir ces animaux à quelques dizaines de mètres devant soi, de voir la force, la puissance du mâle qui traîne la femelle. On a beaucoup de mal en fait à réaliser ce qui nous arrive sur le moment. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser quoi, et de revivre cet instant. Et je suis vraiment très vigilant à chaque fois que je suis là parce que je m'attends à revoir le lynx au coin du bois ou voilà, ou quelque part sur un éperon rocheux. C'est vraiment très profond quoi, en fait, ce contact. Le lynx envoûte tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer. Pour les autres, il est comme invisible. Dans les forêts de l'Est, les lieux de sa présence en France, il reste extrêmement rare et discret. Son territoire peut s'étendre sur des dizaines de kilomètres carrés et couvrir des milliers d'hectares. Et ce sont ses proies qui en fixent les limites en fonction de leur densité. Car le lynx est un grand prédateur qui chasse et qui tue. Pour se nourrir, un lynx dans la force de l'âge a besoin d'un grand animal par semaine, un chamois ou un chevreuil. À l'occasion, il peut se contenter de petits rongeurs, de lièvres, de renards. Son mode de chasse reste dicté par son instinct de félin. Le lynx agit en solitaire, souvent la nuit. Il s'approche en se dissimulant au plus près de ses victimes. La distance entre l'attaque et la mise à mort est généralement inférieure à 20 mètres. Il saisit alors son gibier à la gorge et l'étouffe progressivement.
Une fois tué, et après s'être nourri, il cherche à le dissimuler à proximité, puis l'abandonne. Il n'en prélève que 2 kilos de viande par jour. Aussi revient-il s'alimenter régulièrement. Des empreintes au détour d'un sentier, des proies entamées, une manière de tuer qui lui appartient. Autant d'indices recueillis avec attention par tous ceux qui suivent l'animal pas à pas. Mais évoquer la présence du lynx dans nos forêts, c'est d'abord raconter l'histoire de son retour. Car l'animal avait totalement disparu de l'ouest de l'Europe depuis plus de 100 ans. Menacé par le recul de la forêt et de ses proies, pourchassé pour son épaisse fourrure, le lynx fut aussi victime de sa mauvaise réputation. Ce prédateur avait le tort de concurrencer l'homme en prélevant une part de son gibier ou de son bétail. En France, le dernier d'entre eux fut abattu vers 1880. Pourtant, près d'un siècle plus tard, une poignée de naturalistes se prend à rêver. Et si le lynx avait de nouveau sa place dans nos forêts? Convaincus, ils vont organiser le retour de l'espèce. Au début des années 70, un groupe de passionnés du lynx dans toute l'Europe s'est constitué et a entrepris la réintroduction du lynx dans tous les pays d'Europe de l'Ouest où il avait été présent avant son extermination. Alors ça a été successivement la Suisse, l'Allemagne, la Slovénie, et puis plus tardivement la France. Le projet a été conçu dans les années 80. Il y a eu une réunion très importante à Strasbourg en 78, animée par des gens comme Pierre Pfeffer, comme Véronique Ehrenschmidt, comme Christian Kempf surtout. Et l'opération a pu concrètement démarrer en 1983. On a lâché les premiers lynx. Cette opération était une grande première en Europe occidentale, on en a connu d'autres depuis, puisque c'était le retour d'un grand prédateur et qui en inquiétait quand même plus d'un, tant dans le monde cynégétique que dans le monde agricole. Le succès n'était pas garanti et finalement, dans tous les pays où ça a été tenté, avec des résultats variables, ça a quand même fini par aboutir à un résultat positif. L'exemple vient donc de Suisse. Des lynx y sont importés de l'Est, de Tchécoslovaquie, où l'animal est encore présent dans les Carpates. Capturés à l'état sauvage, une trentaine d'entre eux seront relâchés dans le Jura suisse. La volonté des Suisses est alors de retrouver leur forêt sauvage d'autrefois, en reconstituant sa faune complète avec ses prédateurs. Il a fallu au fait des catastrophes naturelles pour que l'homme peu à peu prenne conscience du rôle protecteur au fait des forêts et que la forêt soit protégée avec la loi sur la forêt. Et puis il y a des personnes qui avaient une vision très futuriste de la conservation de la nature qui pensaient qu'une forêt saine ne devait pas seulement contenir des ongulés mais également les prédateurs qui ont existé par le passé. Et c'est sur la base de cette idée de protection de la nature qu'ont été réintroduits les lynx au début des années 70 en Suisse. Protéger la nature et sa faune en réintroduisant un grand prédateur. Une démarche certes cohérente aux yeux des écologistes, mais qui à l'époque provoquait de l'incrédulité, voire de l'hostilité. Dans les années 1980, les amoureux du lynx ne sont encore qu'une poignée. Isolés, ils n'ont que peu de chances de réussir. Mais leur activisme va trouver un écho auprès des pouvoirs publics. Il est clair que la réintroduction d'un grand fauve en France, c'est pas un lion, c'est pas un tigre, mais quand même, c'est presque un loup. Dans l'imaginaire des gens, ne pouvait pas se faire sans appui, on va le dire clairement, politique. Ce ministère a débloqué des fonds pour faire un travail d'information, c'est extrêmement important. Ce ministère a débloqué des fonds ensuite pour le suivi scientifique. Alors il a joué son rôle pour cela, mais permettre la réintroduction d'un grand fauve en France était à l'époque une décision courageuse et je salue très bas les gens comme Huguette Pojardo par exemple qui en ont donné l'autorisation. Il a fallu 11 ans pour convaincre et la population
et les autorités, c'est-à-dire le ministère de la protection de la nature, pour avoir une autorisation de lâcher les lynx dans les Vosges. Car le lynx fait encore peur. Nombreux sont ceux qui sont hostiles à son retour. Les éleveurs inquiets pour leurs troupeaux, les chasseurs qui redoutent un rude concurrent, ou encore de simples promeneurs effrayés à l'idée de croiser l'animal. En revanche, pour les militants historiques de la cause du lynx, comme Michel Fernex et Christian Kampf, le moment est venu de porter un autre regard sur le félin. Le lynx n'est jamais dangereux pour l'homme. Il n'y a pas lieu de le craindre. Et puis, la relation que nous entretenons avec la nature a changé. L'idée de sa protection s'est imposée. Dès lors, les conditions du retour se trouvent réunies. La réintroduction du lynx dans les Vosges, ça a été une triple affaire. D'abord, le fait tout à fait normal que le lynx revienne. La forêt a doublé en France, sa superficie. Deuxièmement, l'objet pour lequel le lynx a disparu, c'est-à-dire son pelage, sa fourrure, ce n'était plus à la mode dans les années 1980-90. Et puis enfin, la réintroduction du lynx en France, on a beaucoup préparé. On a fait des conférences dans toutes les villes, dans tous les villages, dans toutes les vallées. Et on a été reçus de façon, en général, bonne, avec des dialogues assez tendus avec le monde de la chasse. Et finalement, j'ai été très impressionné d'avoir un chasseur qui s'est levé et qui a dit le lynx est aussi une bête essentielle de notre faune. Et s'il y a des lynx chez nous, ça sera notre responsabilité. J'ai dit que c'était une conclusion tout à fait valable pour l'exposé que j'avais voulu faire. C'est à ça qu'on voulait arriver. Du reste, c'est l'Office national de la chasse et de la faune sauvage qui s'occupe du lynx actuellement dans toute la France. C'est ce que nous aurions voulu dès le départ. C'est au sein de cette structure dépendant du ministère de l'écologie que l'on trouve les meilleurs spécialistes du lynx. François Léger, tout comme Alain Laurent, est un passionné de l'animal. Il a vécu les premiers moments du retour de l'espèce. Dans les années 60, il y a eu des naturalistes, mais aussi des zoologistes qui ont imaginé le retour du lynx parce qu'effectivement, on avait des populations d'ongulés, de proies qui s'étaient reconstituées, des forêts qui étaient là, et pourquoi pas à ce moment-là corriger l'erreur du passé et envisager le retour du lynx. Voilà, c'était l'idée généreuse des années 60-70, et avec un peu de recul, en fait, finalement, on s'aperçoit que c'était un projet culturel. C'était la première fois qu'on pouvait envisager le retour d'un grand prédateur. À quoi ressemblerait, à quoi sert une forêt avec des cerfs, des oiseaux et sans lynx, sans ours, sans loup même. Je pense que c'est une question qu'on pourrait très bien se poser aussi. Pourquoi demander à nos amis africains de protéger les éléphants, les grands fauves, alors que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de préserver ces espèces, ces grands prédateurs. Une fois convaincus les opposants de la première heure, une fois obtenu le feu vert et l'aide des pouvoirs publics, il restait à réussir les réintroductions. En Alsace, François Léger et Alain Laurent retrouvent aujourd'hui, enfouis sous la végétation, la cage rouillée qui servit à relâcher les lynx. Oh là là, oh la cage, oh le vestige. Ouais, il commence à être fatigué. Hein. Ben, elle a 28 ans. Hein. Ouais. Elle date de l'époque des premiers lâchers, de 1983. Ouais. On a aussi lâché des lynx dans ces cages en 1984 et même peut-être en 87. Hein. Il y a encore le dispositif là. Alors ça nous permettait, quand le lynx était dans la cage, de passer un lapin vivant pour que le lynx puisse le tuer et le consommer. Et les animaux restaient combien de temps? Alors là, les animaux, après est arrivé des Carpates, on les plaçait dans cette cage et il restait à peu près une vingtaine de jours. Sur ce plateau du massif du Tenchel, on a lâché 13 animaux en fait. Il y avait, ici on a lâché, je crois, c'est 8 mâles et 5 femelles. Et donc en 83, donc, le premier lynx lâché au massif vosgien a été lâché ici. C'était Alex.
on ne voyait pas le grillage, hein, puisque la cage était entièrement couverte de branches de sapin. Hein, et donc pour que le lynx à l'intérieur se sente bien à l'abri, quoi. On vérifiait chaque jour que le lynx se portait bien, et puis au bout d'une semaine, eh bien, on lui rendait sa liberté, quoi. En fait, voilà, on ouvrait la porte, hein, simplement, et on s'écartait, et on attendait que spontanément l'animal sorte, hein, tout à fait. Et souvent on voyait l'animal qui partait doucement, tranquillement, dans le chaos rocheux là, et puis vers le Tenchel. Voilà, d'accord. Alors ces lynx sont venus, ils étaient en quarantaine aux eaux de Strava, ils sont venus dans ce qu'on appelle des sabots, c'est-à-dire des caisses. Quand on a débarqué ces caisses à Orly, le vétérinaire en charge de voir si les animaux étaient en bonne santé s'est approché de ces sabots et au travers de ces petits trous a vu que les lynx feulaient et étaient bien agressifs. Il a dit « Oh, ils doivent être en bonne santé, ils sont beaux pour le lâcher, ceux-là ». Alors, on ne les a pas tout de suite lâchés, car il s'agissait en fait d'abord de leur construire un enclos pour les manipuler. Il s'agissait en fait d'une part de les vacciner, les tatouer, les mesurer, etc. Et ce sont toutes ces opérations qu'on a faites avec une petite équipe. Car outre le monde associatif extrêmement prenant, partie prenante, avec à sa tête le Fonds mondial pour la nature, le WWF France de l'époque, ma foi, on était une équipe de techniciens, de scientifiques. Donc là, il s'agit de l'un des premiers lynx. Ici, on le mesure. Ensuite, on va le peser. Le meilleur moyen de peser un animal un peu groggy, c'est de se peser avec le lynx dans les bras. On leur a mis un collier émetteur. Et puis, évidemment, il fallait également les tatouer pour savoir de manière claire quel lynx on lâchait. Et puis le grand jour est arrivé, ce jour du printemps 1983, quand un lynx a sorti des grillages de l'entonnoir qu'on lui avait fait, non pas pour le mener dans un piège, je dirais, mais au contraire pour lui donner la liberté. On voit qu'il a un collier émetteur, mais alors que de nos jours c'est quelque chose de courant, à l'époque c'était déjà quelque chose de relativement technique que de les suivre ainsi. Il y aura par la suite près d'une vingtaine d'animaux qui seront lâchés. Et hélas, beaucoup d'animaux seront braconnés. Mais la conclusion, les Vosges ont retrouvé l'un de ces symboles. Et quel est mon bonheur aujourd'hui de voir des villages ou des villes, de voir un parc régional prendre comme symbole le lynx, comme ailleurs on prend comme symbole la cigogne, le flamand, le vautour. Le lynx a repris sa dimension symbolique. Et puis d'un autre côté, ma foi, la population est viable. Autant en Suisse qu'en France, les réintroductions sont couronnées de succès. Après quelques années d'incertitude, les naturalistes peuvent se montrer rassurés. Les forêts de l'Est sont denses et elles apportent aux lynx de vastes terrains de chasse. Assurée de sa protection et de sa nourriture, l'espèce se développe et l'aire de répartition de l'animal commence régulièrement à s'accroître. Petit à petit, le lynx retrouve sa place au sein de notre biodiversité. Commence alors une nouvelle étape, tournée vers une meilleure connaissance de l'espèce. Et comme pour tous les carnassiers, les proies fournissent des renseignements inestimables. Lorsque Stéphane Regazzoni découvre un chevreuil mort, il enregistre soigneusement tous les détails de la prédation. Son premier soin est de vérifier les causes de la mort et de s'assurer que le lynx en est bien le responsable. Pour cela, il cherche les traces de strangulation provoquées par le lynx sur la gorge du cervidé. Je vais faire la peau du cou, en fait, pour trouver, normalement, si on a bien affaire à une attaque de lynx, je vais retrouver les hématomes et puis les perforations à la gorge. On va avoir sans doute quelques perforations. Alors parfois, il y a 2 trous, 4 trous. Et parfois, il y en a une centaine, ça dépend comme l'attaque s'est produite. Sans l'analyse de la peau du cou, il est strictement impossible de dire, de conclure à une attaque de lynx. Parce qu'en fait, il y a d'autres prédateurs, il y a d'autres charognards qui peuvent venir consommer la proie et laisser les mêmes symptômes sur la carcasse. Mais Stéphane Regazzoni sait que la prédation des lynx ne se limite pas aux seuls animaux sauvages. La victime du prédateur est parfois un animal domestique.
Ainsi, ce matin-là, il vient dresser le constat d'une brebis retrouvée morte. Comme son troupeau a déjà été victime d'attaques de lynx dans un passé récent, l'éleveur croit connaître le coupable. On ne la voit même pas, la brebis. Sur l'intervention chez un berger, l'objectif c'est de montrer si on a bien affaire à une prédation du lynx. On procède comme pour la faune sauvage. En découpant la peau du cou, on va voir aussi retrouver les hématomes et les morsures à la gorge, qui normalement sont à l'origine de la mort du mouton si c'est le lynx qui les a pris. Et si on ne retrouve pas tout ça, le lynx n'est pas mis en cause. Et la trachée n'est pas touchée, là il n'y a pas de le cou, les chairs ne sont pas percées, ne sont pas perforées. Pas de perforation de la peau du cou, donc on est d'accord, pas une prédation. Il n'y a pas vraiment de moyen de confondre une attaque de chien, une attaque de lynx et puis une mort naturelle. Donc on s'entend bien de ce côté-là, on ne s'est jamais battu, il n'y en a jamais un qui a dit c'est le lynx, c'est pas le lynx ou vice-versa. Jusque-là, voilà, ça se passe bien. Donc ce mouton, il va partir aller caresser le pied. Alors pour vous, je pense que c'est perte sèche. Quoi. Perte sèche, oui. Alors que dans le cas où le lynx aurait été la cause de la mort, eh bien vous êtes indemnisé au prix de je ne sais pas comment sont établis exactement les barèmes, mais bien indemnisé, il faut dire ce qu'il y a. Et ça nous est arrivé 2 fois en 2009, à une semaine d'intervalle, et une fois au mois de juillet 2010. Autrement, non. La nature, c'est la nature. On ne peut pas empêcher une bête sauvage de venir dans nos prés. Quand les adultes sont bien implantés, ils sont assez expérimentés pour la chasse, ils prennent des proies sauvages facilement, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin d'aller s'attaquer aux cheptels domestiques. On a très peu d'attaques sur les moutons. Dans ce domaine, le lynx ne peut être comparé au loup, par exemple. Pourtant, chaque attaque de bétail est strictement comptabilisée. En charge du secteur des grands carnassiers, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, Éric Marboutin est l'homme le mieux placé en France pour recenser les problèmes posés par le prédateur. Alors en matière d'attaque de lynx sur les troupeaux domestiques, en France actuellement, on en dénombre environ une 50aine par an. Elles sont essentiellement localisées dans le département de l'Ain et dans le département du Jura, qui sont les cœurs de l'aire de présence historique de l'espèce en France. Et la particularité avec le lynx, c'est que ces attaques sont parfois concentrées sur certains troupeaux, ce qui fait que certains éleveurs peuvent supporter une pression de prédation plus importante que d'autres. Pour évaluer la présence actuelle du félin, Éric Marboutin dispose en outre d'un outil d'étude et de recensement incomparable, le réseau lynx. Pour détecter la présence d'une espèce comme le lynx, qui est discrète par définition, il va falloir qu'on ait beaucoup de gens sur le terrain formés à reconnaître les petits indices que cet animal va nous laisser et qui stigmatisent son passage. C'est ce que nous on appelle un réseau de correspondants qui ont tous été formés par nos soins au cours d'un petit stage de 3 jours. Et l'intérêt de ce réseau, c'est qu'il est composé de gens d'horizons très différents. Il y a des professionnels, il y a des particuliers, il y a des chasseurs, des naturalistes, mais ils mettent tous en œuvre la même technique sur le terrain pour recueillir des informations de la même manière. Et c'est ça qui fait la force de ce réseau, c'est cette homogénéité des méthodes mises en œuvre qui nous permet à nous ensuite de pouvoir faire des bilans et d'étudier la répartition de l'espèce en France. Alors, autre critère, c'est la tête. Alors là, chez le lynx, elle est bien ronde, hein, une tête de félin, elle est encadrée de favoris, voilà, que l'on voit ici. Un lynx ne se confond avec aucun autre animal, à condition toutefois de pouvoir le voir. À cause de son statut de prédateur, les pouvoirs publics entendent suivre de près la piste du lynx. La gestion de l'espèce, le contrôle de ses populations, imposent de patientes recherches sur le terrain. Bien souvent, les animateurs du réseau lynx commencent par récolter de modestes indices. Tu penses que c'est une côte de lynx? Ça peut être une côte de lynx, tu penses? Bah écoute, les dimensions correspondent bien, puis surtout, tu vois, ce que je constate, il y a du poil, il y a beaucoup de poils. La section est de bonne taille. Tu vois, il y a des extrémités concaves. On va effectivement... Les petits bouts pointus, il y a vraiment beaucoup de poils. Hein.
C'est une trace de chat. Ouais, c'est en tout cas du félin. Les griffes ne marquent pas dans la neige, donc elles sont bien rétractiles. On voit bien la dissymétrie par rapport à l'axe médian. Aucune pelote digitale n'est située à la même hauteur. Et la trace est bien ronde aussi. Bien ronde, il y a 4 doigts, donc ça c'est franchement caractéristique. 7 cm de diamètre. Les pelotes digitales bien espacées les unes des autres et de la pelote plantaire, tu vois. Quand on reçoit une fiche d'un observateur et des photos, on commence par regarder sur la fiche ce que la personne a réellement vu. Est-ce qu'elle a vu une seule empreinte ou est-ce qu'elle a vu une succession d'empreintes, voire une piste? Évidemment, quand la personne a suivi une piste, ça n'a pas la même valeur, l'information est beaucoup plus fiable. Mais suivre la trace d'un lynx peut aussi s'avérer payant. Lorsqu'une proie morte est découverte, il est alors parfois possible de photographier l'animal. Les proies sont fort intéressantes parce qu'elles permettent d'utiliser une technique indirecte pour photographier l'animal. En ce moment, entre donc, le mois de février et mars, des pièges photos ont été répartis dans le massif du Jura, donc sur le département du Doubs et du Jura, dans le seul but de capturer en images les lynx et de les identifier. C'est un travail transfrontalier, puisque les Suisses sont en train de reproduire la même étude chez eux. Ça nous renseignera probablement sur les différents animaux qui sont également transfrontaliers. On va pouvoir confirmer que c'est bien un lynx qui a attaqué et consommé cette proie. Ensuite, si on retrouve un adulte et un jeune sur la proie, on sait qu'on est en présence d'une mère et qu'on a eu une naissance également dans la région. Et puis depuis quelques années, grâce aux répartitions des taches et aux formes des taches sur les flancs des animaux, eh bien on arrive à reconnaître les différents individus. Ah, il y en a d'autres là. En fait, il y a un chemin forestier juste au-dessus. Il est 8h30. Et en fait, probablement quelqu'un a dû passer avec ou à ski ou en voiture. Et puis le lynx, en fait, il nous fait des se retourne, où il se questionne probablement, il regarde ce qui se passe au-dessus. Est-ce qu'il doit fuir à ce moment-là ou... Elle est marrante la photo. Ouais, non, c'est vraiment une très très belle photo. C'est flagrant, tu vois. Ah oui, à l'arrière-train là. Sur la croupe là, on va le retrouver là, avec l'espèce de petite virgule dessous. Les clichés obtenus permettent un recensement individu par individu. Jamais deux fourrures ne sont identiques. Avec ces taches, chaque lynx porte sur son dos une véritable carte d'identité. Finalement. Donc ici, c'est le plus vieil individu qu'on connaisse dans le département. C'était 2008 à Indevillers. Après, on l'a retrouvé en 2009 à Charmeau-Villers. Alors l'idéal étant toujours, bien sûr, d'avoir un beau flanc, des photos bien cadrées d'un flanc comme ça, c'est l'idéal pour reconnaître un individu. On sait maintenant que quand on a une photo de lynx, on peut aller chercher dans les photos qu'on a à près de 50 km à la ronde, parce qu'on peut encore le retrouver, quoi. Ça, c'est mars 2010. Un habitant du village qui l'a pris dans son jardin. Le lynx est passé juste derrière. D'ailleurs, on s'aperçoit en zoomant un petit peu que le pelage, oui, finalement, il est assez facile à reconnaître. Ces correspondants de terrain ramassent donc des indices de présence qui vont nous renseigner sur le fait que le lynx est là ou pas là. Une fois qu'on a compilé tous ces indices de présence, on peut réaliser des cartes comme celle-ci. Donc on a deux noyaux de présence régulière, un sur le massif jurassien, un plus petit sur le massif vosgien, et aux alentours on voit représenter en bleu les zones où on a détecté récemment la présence du lynx. C'est ce que nous on appelle le front de colonisation. Alors ça ne veut pas dire qu'ils vont s'y installer, peut-être qu'ils vont continuer leur route, peut-être qu'ils vont mourir, mais en tout cas c'est tout le potentiel de devenir de la population qui s'exprime là par ce mécanisme de colonisation active. Si on utilise essentiellement les informations qui viennent des zones rouges, puisque c'est cela dont on est certain que c'est permanent, on va dire, en termes de présence de l'espèce, on arrive, selon les méthodes, à une estimation de l'ordre de 120 à 150 lynx, 160 lynx actuellement en France. C'est un ordre de grandeur, évidemment, il faut le prendre comme tel, ça n'est pas une donnée très précise, mais il est très très difficile d'obtenir une estimation précise des effectifs d'animaux rares et difficiles à détecter comme le lynx, mais on pense aux environs de 150 animaux. Il y aurait aujourd'hui en Europe de l'Ouest quelques centaines de lynx, essentiellement en France, en Suisse, dans le sud de l'Allemagne, en Italie du Nord et en Slovénie. Une présence encore modeste.
Si le lynx est bien de retour, l'espèce reste fragile. Chaque année en France, environ 10 lynx sont tués. Certains sont braconnés, mais la majorité d'entre eux se fait écraser par des voitures. Sur un plus long terme, les naturalistes craignent un possible appauvrissement génétique. Du fait des réintroductions, la population actuelle est issue d'un nombre limité de lynx. Le risque de consanguinité, facteur d'extinction, doit être surveillé. Et pour recueillir des données scientifiques sur le lynx, rien ne vaut le piège à poil. L'ancêtre du piège à poil, c'est le tas de bois. C'est ce qui m'a amené ensuite à me poser des questions sur la façon dont le lynx marquait son territoire. Voilà. L'idée de faire ces pièges à poil est née d'une observation sur le terrain. Alain a eu la chance de voir beaucoup de fois des lynx en nature. Il s'est aperçu qu'il y avait ce frottement jugal sur des souches, sur des choses qui étaient apparentes dans l'environnement du lynx. Le piège à poil, en fait, ça a été de simplifier, si on veut, le support en proposant quelque chose de totalement artificiel au lynx, c'est-à-dire un petit tapis en fibre de coco de 15 cm sur 15 cm, situé à peu près 70-80 cm hors sol, où le lynx peut se frotter les joues, puisque le lynx, pour marquer son territoire, se frotte les joues uniquement. Ah, il s'est frotté juste au coin, en fait. Hein. Ouais, c'est surtout sur l'angle supérieur. Ouais, tout à fait. Le travail de terrain, il y a également un grand travail à faire sous microscope au laboratoire. On va rechercher différents critères propres à l'espèce en contrôlant, on va dire, les écailles, la structure externe du poil, mais également la structure interne par la médula, en pratiquant également une coupe transversale. Ces collectes scientifiques préparent l'avenir du lynx. Favoriser le mélange de ces différentes populations, envisager l'apport d'un sang neuf par de nouvelles réintroductions, telles sont les réflexions en cours. Mais il est des cas où l'urgence s'impose. Nous sommes dans le Jura, non loin de la frontière entre la France et la Suisse. Ce jour-là, les membres d'une organisation spécialisée dans le secours au lynx, le centre Athénas, préparent activement le relâcher de 2 félins, Siam, une jeune femelle, et Lax, un jeune mâle. Les 2 lynx ont été capturés tous deux à l'âge de 6 mois, dans des circonstances différentes. La femelle avait été signalée par des passants qui avaient vu 2 jeunes lynx désorientés au bord de la route et qui manifestement, il s'avérait qu'après plusieurs observations, ils étaient en difficulté et que la mère était absente. Leur mère a vraisemblablement été tuée. Trop jeunes pour survivre seuls, Siam et Lax ont été capturés et confiés à une mère de substitution, Ludmila. À ses côtés, ils ont grandi en captivité. Ludmila s'est chargée de leur éducation. Elle leur a appris le plus important, à tuer leur proie. Une étape indispensable vers un retour à la vie sauvage. À l'âge d'1 an, il est maintenant possible de les remettre en liberté. Le lâcher est prévu vers 16h30, 17h pour le premier. Et après pour 17h. Ouais, 16h30, 17h. Mais de toute façon, on peut les réveiller après quand on veut avec de l'antécédent. Ouais, mais pour qu'ils aient tout éliminé. De toute façon, il faut mieux qu'ils soient bien réveillés en fin de matinée. On fait les 2 en même temps ou tu fais un par un? T'en fais un. Puis quand il est endormi, on fait l'autre. Ouais. Comme ça, tu pourras commencer l'examen des oreilles, ils ont un peu de gale, enfin voilà, tu vois. Là, tu feras plus. Ils sont tous les 2 du même gabarit ou je commence par la femelle qui est la plus nerveuse surtout. Non, en fait, Le jour J, la première chose à faire pour Gilles Moine, le directeur du centre, c'est d'endormir chaque lynx. Ça fait combien de temps là? 2 minutes. 2 minutes, ouais. Et on dirait
dirait qu'il donne un peu des signes de laisser aller. Il a les pattes qui glissent sur les prises. Oui, à peu près. À peu près. Ouais. Depuis ses débuts, il y a quelques années, le centre Athénas a dû procéder à une dizaine d'opérations de sauvetage de ce type. Le mode opératoire est maintenant bien au point. Pendant les examens vétérinaires, des photos sont effectuées. Elles favoriseront une identification future de l'animal grâce aux fameuses taches de sa fourrure. Gilles Moine place un collier émetteur sur le jeune lynx. Il permettra de suivre son trajet, mais également d'obtenir des renseignements sur son comportement. Lorsqu'un jeune lynx se rapproche avec insistance des hommes, c'est généralement le signe d'un échec de la tentative de réacclimatation à la vie sauvage. Au bout d'un an, le collier émetteur se détachera automatiquement. Prends sa face, il est vachement plus roux de face. Voilà. Les procédures imposées par les pouvoirs publics sont strictes. Une consultation publique est même obligatoire pour décider ou non de la remise en liberté. Celle-ci s'effectue devant une assistance restreinte. Le lynx n'est pas encore tout à fait un animal comme les autres. Trois. C'est pas tout net. Non, mais c'est meilleur que moi. Nettement meilleur que ce que j'ai. Donc maintenant, il leur reste grosso modo 50% de chances d'arriver à l'âge adulte. Et on espère que ça va bien se passer. En tout cas, on essaie de mettre toutes les chances de leur côté. Les lâchers effectués, les balises émettrices vont remplir leur fonction. Un ingénieur, François Bayon, est chargé de suivre leur parcours en temps réel. Et il constate que le pronostic avancé par Gilles Moine sur les chances de survie des deux jeunes lynx semble juste. Donc ici nous avons sur Google Earth la localisation de ces deux animaux. Ici nous avons l'ex, le jeune mâle, qui dès son départ a commencé à circuler en milieu forestier. Malheureusement, depuis 15 jours, les données satellitaires ne nous arrivent plus, donc on est un peu inquiet sur son avenir. En revanche, sa sœur, en quelque sorte, Siam, a été lâchée à environ 10 km du premier, est descendu selon un grand V vers le sud, puis est remonté à la frontière helvétique et se trouve actuellement au nord du lac Léman, dans une zone moins boisée, un peu plus anthropisée, et circule assez peu, mais les données nous arrivent très proprement chaque jour. Il y a une localisation qui se fait par mois au niveau satellitaire à partir d'un ordinateur comme celui-ci. Et sur le terrain, il y a toute une équipe qui se relaie en permanence et qui, sur le terrain, vont rechercher à localiser l'animal avec, vous savez, les fameux râteaux VHF. Le cumul de ces informations permet d'avoir une précision assez importante sur la localisation de l'animal. Sur ce graphique, on voit très nettement, globalement, que l'aire de répartition du lynx augmente en France au cours du temps. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, c'est-à-dire à l'échelle des massifs de présence de l'espèce, on voit que pour le massif jurassien, en rouge, on a une certaine évolution. Pour le massif vosgien, par contre, on voit bien que les petits bâtonnets ne grandissent plus depuis au moins une dizaine d'années, donc la population n'étend plus son aire de répartition depuis au moins une dizaine d'années. Et le fait nouveau, c'est l'apparition du lynx dans le nord des Alpes par colonisation à partir du massif jurassien qui alimente le nord des Alpes.
La piste du lynx semble maintenant plus profondément tracée et le retour de l'espèce presque assuré. Une autre conquête commence pour notre félin. Il doit s'implanter sur l'ensemble des Alpes, avec au bout la certitude d'un repère inexpugnable. Une récompense pour tous ceux qui, un jour, ont croisé sa route et sont tombés sous sa fascination. Tous ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont observé, ceux qui ont envie de le connaître, c'est une piqûre. Quand on l'a vu, on est content. Alors c'est le rêve de beaucoup de gens. Mais une fois qu'on l'a vu, on a encore envie de le revoir. C'est vrai que moi j'ai été pendant des années, c'était un peu mon but, je voulais le voir, le revoir. Ce qui est extraordinaire aussi, c'est de pouvoir suivre rien qu'une piste de lynx. Même lorsqu'on est conscient que le lynx est passé 2-3 jours avant nous, eh bien on va retrouver son cheminement. Et à force, en fait, on commence à penser lynx, parce qu'il arrive donc du coup d'anticiper sur la façon dont l'animal va franchir un obstacle, va gravir une pente. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de pouvoir s'imprégner de l'animal de cette façon-là, quoi. C'est une présence extraordinaire. C'est quand même le plus grand félin de chez nous qui se trouve parmi nous. C'est un enrichissement constant. Et j'ai l'impression qu'il est ressenti comme tel par la population. Il y a de temps en temps un groupe qui se promène et qui voit le lynx, tout à fait par hasard. Mais c'est chaque fois une bonne nouvelle. C'est un bruit qui circule, c'est un événement. Il n'y a pas de doute, c'est un enrichissement. C'est une forêt qui a gagné.